à tous, ou plutôt bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission qui est le Talking OM Geneva, qui va nous permettre d'éponger toute l'actualité de l'Olympique de Marseille, puisque on a pu, à partir du projet OM Nation, retrouver pas mal de supporters de l'Olympique de Marseille, ce qui va nous permettre d'aborder un maximum de sujets. Et on commence par ce premier talk, mais on espère en faire chaque mois sur les 3 mois à venir. Et après, pourquoi pas, dès que le championnat a commencé, en faire toutes les semaines. Donc, on convie tout le monde à nous suivre et à nous envoyer des questions si vous en avez. Voilà. Alors, la première des choses, c'est déjà de se présenter. Donc, moi, je m'appelle Richard Bijaoui. Je vais donc évoluer avec 3 de mes camarades sur Genève. J'ai vécu pendant 47 ans sur Marseille, donc je suis sur Genève que depuis 2 ans pour des raisons professionnelles. Donc je connais assez bien l'Olympique de Marseille et le football puisque j'y ai joué longtemps. On voudrait aujourd'hui vraiment éponger tous les sujets possibles et imaginables et même ceux qui fâchent. Donc vraiment rentrer dans les sujets qu'on n'entend pas forcément dans le Phocéen, des sujets d'actualité dont on ne parle pas forcément. Nous, on va essayer d'éponger tout ça et de vraiment entrer dans toutes les vérités qu'on peut trouver sur l'Olympique de Marseille, arriver à décrypter toutes ces vérités. Ça va être notre objectif. L'objectif, c'est d'aider l'OM avant tout, de se faire plaisir sur nos débats, y compris les débats contradictoires, et vraiment aider l'OM de tout notre cœur et de faire avancer notre projet sur Genève. De Talk, mais aussi le projet global. Voilà. Je travaille avec 4 de mes camarades ce soir et ils vont se présenter, chacun à leur tour. Donc, je vais passer la parole à Raphaël. Alors, il y a 2 Raphaël, donc on en a nommé un Rafi et l'autre Raph. Raph, c'est ton tour, c'est à toi de te présenter. Alors voilà, moi je me présente, je m'appelle Raphaël Joux, donc j'habite à côté de Genève en France. Voilà, je suis étudiant ici, je suis né dans le coin, mais voilà, j'ai de la famille qui vient du sud de la France. Et comme toute personne qui supporte l'OM, c'est ma famille qui m'a transmis ce virus. Et donc, parler de virus en ces temps-là, c'est un peu compliqué, mais voilà, ça c'est un vrai virus qui reste toute la vie. Et voilà, on a décidé de monter le projet de l'OM Nation de Genève au départ. Alors, je ne suis pas tout seul, il y a Florent avec moi, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et après, on a été rejoint par Raphaël, ou dit Rafi, comme on l'appelle. Et ensuite, on a été contacté par Richard pour monter cette émission du Talking OM Geneva. Et donc voilà, donc je vais laisser la parole sans doute à Flo, qui voilà, est l'autre personne qui enregistre, enfin qui m'aide à créer cette OM Nation. Moi, je m'appelle Florent Delio, j'ai 18 ans, je suis étudiant en STAPS à Lyon, mais mes parents habitent dans le Pays de Gex, donc à côté de Genève. Je suis né à Pertuis et ce virus, comme dirait Zeraf, de la passion pour l'OM, c'est venu de mon oncle. C'est la première vague, non? De quoi? C'est la première vague, non? De virus? Ouais, je pense bien que c'est la première vague, ouais. Je compte bien que mes enfants le prennent derrière. Ouais, et puis comme disait Raph, on a décidé de monter ce projet-là de l'OM Nation Genève au mois de mars, environ mars-avril. Il y a eu le coronavirus qui nous a un peu freiné dans notre projet. Et puis Rafi, qui va se présenter juste après moi, est venu nous aider il y a moins de 2 mois pour compléter un peu notre projet et un peu nous soutenir aussi. Merci Flo. Donc moi c'est Rafi comme vous avez dit. Donc je m'appelle Raphaël Moyal. J'ai 32 ans. Je vis sur Genève depuis 9 ans. Je suis originaire de Nîmes.
donc pas très loin de Marseille aussi. C'est un peu là que moi j'ai chopé le virus, donc le fameux virus que vous parlez. Je cherche pas de vaccin contre ce virus-là. J'ai eu la passion de ce club depuis que je suis minot, comme on dit. Et étant expatrié à Genève, j'ai aussi eu cette envie de monter l'OM Nation. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint Raph et Flo dans ce mouvement que j'avais un peu essayé d'entreprendre de mon côté, puis que j'ai voulu. Je me suis dit que tous les trois, si on unissait nos compétences, ça se montrait que ça irait bien. Donc, je les ai rejoints dans cette aventure. Et puis, je suis très heureux ce soir qu'on inaugure notre premier talk. Je pense que j'espère, du moins, qu'il y en aura d'autres, qu'il y en aura beaucoup. Je suis très heureux aussi que Richard t'ait accepté ce challenge et ce défi. Et on va le relever. Et donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je nous le souhaite. Et bienvenue Antoine, en tout cas on est très content de te recevoir pour ce premier talk. Je te laisse la parole pour que tu puisses te présenter. Alors, juste une petite chose, il faut présenter Antoine qui est président de l'OM Nation Lausanne, donc en Suisse également, et qu'on a invité pour notre premier talk et qu'on remercie d'être là avec nous ce soir et qui va nous donner bien sûr son avis sur chaque sujet. Alors on t'écoute Antoine. Voilà, moi, c'est Antoine. Je suis alors, j'aime pas trop le terme de président parce que je préside personne. Je suis le représentant. Je suis le représentant du groupe de Lausanne. Ce groupe, en fait, il est parti d'un compte Twitter que j'avais fait, un compte qui s'appelait OM Suisse. Et j'avais été contacté par Joachim, à l'époque, qui s'occupait du programme international de l'OM, pour être le représentant de l'OM Nation Lausanne. Nous, on existe officiellement depuis février 2018, 2019, mais officieusement, depuis septembre 2018, on commençait déjà à se réunir et à grandir petit à petit. Moi, je suis en Suisse depuis 8 ans, je suis marseillais de naissance, j'ai passé 30 ans à Marseille. Je suis, comme vous, un passionné de l'Olympique de Marseille et mon envie de faire ce projet-là, c'était, je pense comme vous, retrouver des amis marseillais et se réunir pour encourager et propager notre amour de l'OM à travers le monde. On n'en attend pas moins. Merci Antoine. Alors maintenant, on va passer à la présentation de notre plan d'émission d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va aborder des sujets assez brûlants. La première partie, on va quand même faire un petit point, un petit bilan sur les 3 ans de Macourt et de Hérault à l'OM. Et donc, on abordera différents points sur leur bilan. Le deuxième point portera sur le sujet, le feuilleton de l'été. C'est presque Dallas. La vente de l'OM, où est-ce qu'en est la vente ? Va-t-elle se faire ou non ? On va aborder divers points là-dessus parce que c'est assez brûlant. En troisième partie, on va un peu rêver. C'est-à-dire que si tel était le cas, que la vente se faisait dans les semaines, voire dans les mois, voire dans les années à venir, quel joueur on aurait envie de rajouter à cette équipe que nous avons actuellement ? On parle de rajouter 5 joueurs. Alors, c'est vrai que ça serait si la vente se faisait maintenant, mais bon, on va rêver un petit peu, ça va nous faire du bien. Depuis le temps qu'on attend ça, depuis des années, et avec l'amour, comme le disait Antoine, qu'on a pour l'OM, ça fait toujours du bien de rêver un petit peu. Et faut pas nier que ça peut arriver. Hein. Et puis la quatrième partie, il y a eu quand même déjà 2 matchs amicaux qui semblent quand même intéressants sur les premiers matchs, même s'ils ont joué contre des 3e divisions. Ils ont gagné une fois 5-1, une fois 6-1, si je ne me trompe pas sur les scores. Et j'ai regardé les 2 matchs, c'était pas mal. Il y a eu des années antérieures où on commençait avec des 1-1, avec des matchs d'entraînement assez laborieux. Là, c'est des matchs d'entraînement sur les 3e divisions qui ont été concluants avec l'OM, avec l'émergence de petits jeunes qui sont sympathiques. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. On va commencer par le premier point. Je donnerai mon avis à la fin et je vous passe, les garçons, la parole dans un premier temps.
Que pensez-vous alors du bilan et on fait un petit point assez rapide chacun sur chaque partie. Sur les résultats sportifs sur 3 ans, est-ce que tu veux commencer, Antoine? Moi, je veux bien. Allez, je t'en Écoutez, prie. moi, je vois, donc, il y a deux aspects de façon de voir ce bilan-là, sur le bilan sportif et le bilan économique. Le bilan économique, je m'en fous, je ne suis pas financier, c'est pas mon argent, comme on dit. Voilà, si je regarde le bilan sportif, sur les 3-4 dernières saisons, on a fait cinquième, quatrième, cinquième et la deuxième. Grosso modo, je pense qu'on a été à chaque fois à peu près à notre place, sauf peut-être la saison où on a terminé quatrième avec Garcia avec 77 points. Cette saison-là, on aurait largement mérité de finir deuxième parce que je pense qu'il y avait vraiment de grosses erreurs d'arbitrage qui nous ont vraiment pénalisés sur la saison. Et quand on dit que ça s'équilibre, moi, je ne suis vraiment pas du tout d'accord parce qu'une erreur d'arbitrage, ça casse une dynamique. Donc pour C'est moi, clair. non, ça ne s'équilibre pas sur une saison. Euh, donc, sportivement, on va dire que c'était correct. C'était pas fameux, mais on a vécu quand même une finale de Coupe d'Europe. On a eu des émotions, on a vu du jeu par moment, même avec la saison de Garcia à 77 points. Si on se refait un peu les matchs, si vous revoyez un peu les actions qu'on faisait, avec un petit Lopez qui était en folie au milieu de terrain, on a vu vraiment du jeu, quoi. C'était vraiment assez intéressant. Et je pense que il y a la déception de ne pas avoir eu la Ligue des Champions avant ça, mais sur le bilan sportif, moi je trouve que c'est assez correct, la remarque courte. Ok. On passe à toi, Rafi. Bah, écoute, je suis assez d'accord avec ce que dit Antoine. Je ne vais pas être original, donc, je pense un peu la même chose que lui. On a fini dans les 5 premiers, on va dire, sur ces quatre saisons. Notamment la saison où Garcia arrive, où ils arrivent là, tous la première saison, on finit pour moi à une 5e place inespérée, parce qu'on n'a quand même pas un effectif de qualité. Pour moi, c'est une 5e place inespérée. J'attendais rien cette saison-là. On finit 5e, c'est très bien. On connaît une finale de Coupe d'Europe qu'on perd malheureusement sur un match où on fait des erreurs individuelles. On peut le refaire à plusieurs fois ce match. C'est dommage, mais bon, voilà. Cette même saison où on a fini 4e à 77 points, bah, c'est du jamais vu pratiquement. Garcia l'a souvent dit. Je ne suis pas du tout un pro Garcia, mais là, je suis d'accord avec lui. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on finit dans les 5 premiers. On n'a pas connu une saison avec eux où on a fini 10e, ce qui est déjà arrivé avec la Brune, par exemple, ou même avant. Donc, on n'a pas non plus connu une saison comme ça. La dernière saison de Rudy Garcia, elle est pas bonne. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a une dynamique qui s'est cassée dans ce groupe. Je pense que le fait d'avoir aussi perdu cette finale d'Europa League nous a fait mal, comme ça nous a fait mal en 99, ça nous a fait mal en 2004. Les saisons à chaque fois qui ont suivi ça, ça nous a tout le temps fait mal. On a vécu exactement le même cas de figure. La dernière saison, elle est bonne, voilà, elle est bonne. Sur le plan sportif, elle est bonne en tout cas. Donc moi, je pense que le bilan n'est pas sportif, c'est pas catastrophique, n'est pas exceptionnel, mais ça va. Pour moi, je vous dirais que sur le bilan sportif, ça va. Ok. Alors, on passe à toi, Raph. Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant, mais j'ai un avis peut-être un petit peu plus tranché sur certains points, notamment sur l'aspect économique, où je trouve qu'il y a de grosses erreurs qui ont été faites, notamment en Alors, rendant… on va y venir parce qu'il y a les parties sur le mercato qui vont arriver, donc on pourra parler de ces erreurs-là. Là, on Ouais, reste vraiment sur l'aspect sportif. D'accord. Alors, sur l'aspect sportif, il y a eu plus de régularité, même si voilà, la dernière saison de Garcia, les gens ont dit que c'était pas régulier, mais quand on compare aux années d'avant, ou des fois, ou avec Ilibo, on fait deuxième, et puis la saison d'après, je sais plus combien on finit, mais on doit finir dans dixième, quelque chose comme ça. Donc là, on a retrouvé une certaine régularité, pas celle qui a été promise au début par McCourt en nous vendant son Champions Project. Après, ce qui a été bien, c'est qu'il y a aussi un développement tout autour du club. Avec, par exemple, on voit avec Antoine l'OM Nation qui a été pas mal développé. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas fait avant. C'est quelque chose qui est positif, mais voilà, c'est un peu mis en demi-teinte par rapport à tout, aux résultats sportifs, tout ça. Et aussi sur le sportif, on n'en parle pas assez souvent, c'est dommage, c'est les féminines.
qui là, cette année, sont descendus, voilà, il y avait de bonnes joueuses qui sont maintenant, voilà, qui partent tous une à une, enfin, qui partent toutes une à une dans d'autres clubs. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Et je pense qu'elles subissent un peu les mauvais choix qu'il y a eu pour l'équipe masculine. Ok. On passe à toi, Florent. Pas de souci. Alors moi déjà j'aurais un point positif. C'est l'année dernière déjà. Pendant les matchs de préparation, on a gagné un trophée. Certes, il est exhaustif, mais on a gagné un trophée. Les EA Ligan Games, c'est déjà bien. Franchement, même pour commencer avec Villas-Boas, c'était vraiment bien. Bon, il y avait pas les grosses écuries françaises du genre Lyon ou Paris, mais c'était déjà pas mal. Après, au niveau de Garcia, parcours sportif, il est excellent l'année, excellent, sans trop l'être. L'année où on finit quatrième, qu'on fait finale d'Europa League, qu'on fait un immense match face à Leipzig où on arrive à revenir d'un coup du sort où c'est même pas on l'espérait et même pas on aurait signé direct avant le match le score. Même le premier match de Souler Garcia face au PSG 0-0 avec limite une équipe vraiment nulle où certes il a fait bloc bas, il a mis le bus, mais on fait quand même 0-0 face à Paris. Je trouve que pour un premier classico avec Garcia, c'est plutôt pas mal. Sinon, y a des saisons, c'est mieux qu'avant, c'est sûr. Parce que je me rappelle des saisons avant où on jouait la Champions. Et puis, pendant qu'on jouait la Champions, en championnat, on faisait de la merde et on finissait 10e, 8e, 9e. Et quand on ne la jouait pas, bizarrement, on montait facilement à la 4e ou 3e place. Là, en sachant qu'on a joué l'Europa League, on arrive à finir 4e avec 77 points, comme il disait Rafi. C'était pas mal. On aurait pu faire plus. On aurait dû être deuxième ou même troisième. Lyon avait 1 ou 2 points de plus, il me semble. Ça montrait que le niveau était vraiment élevé cette saison-là. Et, pour moi, le projet sportif était positif d'un côté, une saison sur deux. Et les autres saisons, voilà, c'est souvent comme ça, quoi. Ça va bien une saison, puis la saison d'après, ça va très mal. Oui, alors je rebondis sans transition avec mon avis à moi. Et justement, bon, c'est ambivalent. C'est-à-dire, les résultats sportifs sur les 3 années sont ambivalents. Il y a une partie où on peut se dire, bon, avec le peu de moyens qu'a mis McCourt, si on peut s'exprimer ainsi, on le met entre guillemets, parce qu'il a mis quand même 200 millions, ce qui ne suffit pas au jour d'aujourd'hui pour être une grande équipe. On peut quand même se satisfaire d'avoir eu ces résultats, d'avoir fini quatrième, cette année deuxième, d'avoir fait une finale de Ligue Europa et d'avoir fini une année cinquième aussi. Voilà, donc on est à peu près dans les clous, sauf que à cause des erreurs, et on va y venir dans la deuxième partie de ce premier point, il y a eu tellement d'erreurs, par exemple le départ de Gomis aurait pu nous apporter quelque chose de plus devant, puisque c'était un attaquant qui marquait beaucoup de buts, et à cause de Garcia, il s'en va, ou à cause de la direction, peu importe. De toute manière, moi, vous avez compris que j'étais contre cette direction-là, que je ne supporte pas pour différentes raisons. Mais voilà, c'est une des erreurs qui sont fondamentales. Si tu as Gomis en attaque contre l'Atlético de Madrid, en finale de Ligue Europa, c'est quand même une autre histoire. Hein, je vous rappelle que Germain se retrouve seul devant le gardien et il tire au-dessus de la barre. Voilà, donc on peut. Oui, il y a 0-0 à ce moment-là. Voilà, il y a 0-0 à 1-0, c'est plus la même chose. Donc avec un Gomis devant, on parle de Lopez. Comme je dis toujours, Lopez, je l'ai vu face au milieu de terrain de Angers, des Blacks de 1m80. Il s'est fait fumer toute la partie. Et ça a été comme ça pendant toutes les saisons. Alors, bon, je n'arrive pas à voir le talent de ce garçon, mais moi, je trouve qu'il nous a plombé à de nombreuses reprises. Par contre, quand on l'a remplacé par Anguissa et que Garcia a eu le courage de le remplacer par Anguissa, là, ça nous a amené jusqu'à la finale. Regardez bien, analysez, vous allez voir. Quand on est arrivé en finale, c'est parce qu'Anguissa était titulaire à la place de Lopez. Voilà. Donc, les résultats ne sont pas si mauvais par rapport à la gestion de cette direction
qui fait nombre d'erreurs. Voilà, c'est mon avis. On va passer maintenant au mercato sur les 3 ans, qui rejoint ce que je suis en train de dire. Ben, Rafi, tu es devant moi, donc je te donne la parole à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses du mercato sur 3 ans, mon frère? Écoute, sur les 3 ans qu'on vient d'avoir, donc déjà, la certitude, c'est que en tout cas, l'enveloppe de 200 millions qu'on nous a parlé au début, on l'a dépensée et un peu plus, même bien dépensée, quoi. Moi, j'ai un peu regardé les recrues qu'on a eues. Alors, je compte pas les 2 nouvelles recrues de cette année, hein, donc je compte pas les 2 nouveaux joueurs qu'on vient de recruter. Mais tous les joueurs qu'ils ont recrutés depuis qu'ils sont arrivés, j'en ai compté 17 si j'en ai pas oublié. Et le profil des joueurs, donc c'est bien comme on nous a annoncé quand même au début, c'est quand même des joueurs assez expérimentés. À part Kaleta-Char, Radonjic, on est plus quand même dans des joueurs qui étaient assez expérimentés. Sur les 17 joueurs, on en a déjà 5 qui sont partis. 5 qui sont partis libres. Aucune plus-value sur les achats qu'on a fait. Les seules ventes qu'on a fait vraiment depuis l'ère Macourt, c'est Anguissa et Ocampos. Alors, tu peux me dire, tu me parles de joueurs expérimentés. Ouais. Je voudrais savoir qui tu vois d'expérimenté dans les 17 Alors déjà, il ne faut pas oublier qu'on a fait revenir Mandanda et Payet, qui n'étaient plus olympiens, donc qui sont des joueurs expérimentés. D'accord. On a fait venir Evra, ça a été un fiasco. On a fait venir Rami, vous savez comment ça a fini comme moi. On a fait venir Strootman, qui reste un joueur qui avait quand même du ballon, qui avait de la bouteille plutôt. Germain, qui restait un joueur de Ligue 1 assez confirmé avec Monaco. Voilà le genre de joueur expérimenté que je te parle. Alors, tu es d'accord avec moi que tous ces joueurs-là que tu viens de me citer, ils ont tous échoué. Ah bah une bonne partie, ouais. Je peux pas te dire que le mercato, depuis qu'ils sont arrivés, les seules satisfactions pour moi depuis qu'ils sont arrivés. À part Rami, la première année. Et j'ai oublié Gustavo, tu vois. Donc j'ai oublié Gustavo, donc il y a 18. Ah oui. Donc, oui. Gustavo, tu vois. Donc, ça oui. Gustavo, je l'ai oublié, donc il est parti aussi. Gustavo, qui était un joueur expérimenté, très bon joueur. Les seuls joueurs qui ont réussi pour moi de ce qu'ils ont recruté, donc je compte Gustavo, qui m'excuse. Kaleta-Char, je pense qu'il y a quand même, pour le moment, qui est en train de réussir à l'OM. Je dis pas qu'il a réussi, qui est en train de réussir. Rongier, qui a laissé de bonnes impressions. Alvaro, il n'y a rien à dire. Alvaro, rien à dire. Radonjic, je demande encore à voir, mais il y a du potentiel. Je demande encore à voir. Et Benedetto, je demande encore à voir. Je ne veux pas le juger parce que je pense qu'il a eu besoin d'une période d'adaptation. Il quittait le championnat argentin. Je demande à voir aussi. Après, bien sûr, Mandanda, Payet, qu'ils ont fait revenir, il n'y a rien à dire. Même si Payet a des fois été irrégulier, il a montré quand il fallait être là. Il était là. Maintenant, je vais finir, faire bref. Le modèle de l'OM qu'on nous a dit, voilà, ils ont bien été clairs avec nous et là-dessus, ça s'est avéré. Ils ont fait venir d'abord des joueurs expérimentés, c'est le cas. Aujourd'hui, on nous parle de faire venir des jeunes joueurs et de se servir des joueurs du centre de formation. Donc, pourquoi? Tout simplement, je pense qu'ils n'ont plus les moyens de faire venir des joueurs confirmés. Donc, on mise sur des jeunes joueurs. Maintenant, moi, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que c'est pas du temps de ma course, mais ça fait déjà un moment, l'OM ne sait pas vendre. On ne sait pas vendre et donc on n'a pas de ressources aussi là-dessus. Parce que les ressources, c'est pas que le propriétaire. Tu n'as pas de ressources et tu as moins 100 millions. Voilà, c'est pas que le propriétaire qui met la main à la poche, c'est aussi les ressources que tu as dans les ventes. Lille, c'est un club qui sait vendre, par exemple. Ils ont vendu Pépé à 60 millions, ils vont vendre Osimhen bientôt 80. Monaco a été un club qui savait vendre. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'aujourd'hui, ça va pas trop à Monaco. C'est deux clubs qui font du trading. Nous, clairement, c'est pas notre cas. Donc, c'est pas un défaut, hein, c'est juste on s'identifie. Alors, est-ce que la venue d'Aldridge a été faite pour faire vendre? Apparemment, oui. Je m'excuse, j'ai oublié Sanson dans les joueurs qui réussissent. Excuse-moi, je viens de voir dans mes notes. Sanson est une très bonne recrue, je l'ai oublié, excuse-moi. En tout cas, Aldridge, pour le moment, il est arrivé, ça fait 6 mois, c'est un fantôme. Il était prévu pour vendre. On verra. Mais sur le mercato, ce que je reproche, c'est qu'on ne sait pas vendre. Et il y a beaucoup d'échecs aussi. Abdenour.
Abdenour, Sertic. Sertic, je ne sais pas pourquoi il a été recruté. Tu te demandes si ce n'est pas une commission pour des agents qu'on l'a recruté. Je ne comprends pas. Il y avait ce fameux aussi, aidez-moi son nom, Doria, ce fameux arrière Doria, là. oui, Doria, ça remonte. C'était plus un basketteur qu'un joueur. Il a oui, mais Doria, ça Doria, c'est du temps de la Brune. Voilà, là, je t'ai pas. Voilà, du temps de la Brune. Je t'ai même pas évoqué Mitroglou parce que je préfère pas en parler. Mais il y a beaucoup d'échecs dans le recrutement, oui. Il y a beaucoup d'échecs et on ne sait pas vendre. Voilà. Ok. Florent, on passe à toi. Tu nous donnes ton avis. Je suis quasi du même avis que Rafi, hein, de toute façon. D'accord. Je pense que déjà, lâcher Luis Gustavo à un an de son contrat, je crois, à un an de la fin de son contrat. C'était terrible. Ouais, surtout à la fin du mercato, c'était pas. Déjà, lui, il voulait rester, il me semble. Et je pense que on se fait des plans sur la comète là, mais Luis Gustavo sous AVB, mais Florent, je me permets de t'arrêter. Hein. Je me permets de t'arrêter avant d'oublier cette. Imaginons que cette année, Gustavo soit encore là et qu'il soit à côté de Rongier et du petit Gay au milieu de terrain. Ouais. Est-ce que ça vous parle pas? Tu vois ce que je veux dire? Ah si, un peu plus, oui. Voilà. Ensuite, il y a eu d'autres réussites. Hein. Sanson, il arrive, il avait fait 6 mois plein avec Montpellier. Il arrive au mercato d'hiver, il fait encore 6 mois plein avec l'OM. Il finit meilleur passeur du championnat à la fin. Voilà, et il distribuait des caviars aux attaquants. Il me semble que c'était avec encore Gomis. Donc Gomis, il marquait des buts avec Thauvin et avec Sanson. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, Mitroglou, honnêtement, perso, quand je l'ai vu arriver, j'avais un peu d'espoir en lui. Je me suis dit, bon, il a joué la Ligue des Champions, il vient de Benfica, il marquait beaucoup de buts, international grec. Quand même, on peut dire qu'il peut peut-être réussir. Il aura quelques temps d'adaptation. Puis finalement, ça s'est avéré être un vrai flop. D'ailleurs, on n'arrive même pas à s'en débarrasser maintenant. Voilà, truc de fou. Ensuite, voilà, il y a plein d'autres joueurs, Sertic, voilà. Perso, premier mercato hivernal, je me suis dit, ça s'annonce pas mal. Ils font revenir Payet, ils font venir Sanson, ils font venir Evra pour un peu plus d'expérience. Et il me semble qu'il y avait Amavi aussi pour le former. Oui. Franchement, c'était plutôt bien pour lui donner un peu plus d'expérience. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas. Et après, arrivé au mercato d'été, ils ont fait venir Gustavo. Il y avait un peu plus, quand même, quand tu arrivais au mercato, tu avais un peu plus d'espoir. Et puis finalement, à la saison, voilà, il n'y avait plus rien de spécial qui se passait. Et honnêtement, pareil pour Strootman, je me suis dit, il vient de la Roma. Pour moi, c'est un caprice de Garcia, de toute façon, Strootman. Je me suis dit, OK, milieu de terrain. C'est un caprice, c'est une grosse erreur. C'est un caprice, c'est une grosse erreur. Aussi, oui. Parce que le gars, il avance plus. Exactement. Alors, il a toujours son expérience, mais il est plus en état de jouer une Ligue des Champions ou même un championnat de Ligue 1 qui est assez rugueux. Voilà. Donc, excuse-moi, Flo, je te coupe la parole parce que je suis entièrement d'accord avec Richard. Et avec toi, c'est un caprice de Garcia qui voulait dès le début qu'il est arrivé à l'OM, parce que c'était un de ses joueurs clés à la Roma, donc il voulait dès qu'il est arrivé à Marseille. Donc c'est un caprice et une erreur qu'on paye encore aujourd'hui. 500 000 balles par mois. 500 000 balles par mois, Strootman. Hein. Surtout que moi quand je me suis dit, mon espoir en lui, c'était il venait de faire une demi-finale de Champions League, on le recrute. Déjà, je me suis dit, pourquoi il est venu, déjà, en premier. Il vient faire demi-finale, il vient direct à l'OM, alors qu'il n'y a pas de Champions. Je crois, il me semble qu'il y avait juste l'Europa League. Il vient, il demande un gros salaire. En plus, je me suis dit, c'est bon, le gouffre financier, il va arriver. Mais je me suis dit, ça se trouve, il va garder le niveau et il va permettre à l'OM d'aller encore plus haut. Et bien finalement, il n'a rien fait de spécial puisque on a pioché dans le centre de formation, on va dire. On a mis Camara, qui est d'ailleurs… en fait, on peut dire que c'est une recrue, Camara, parce qu'il vient du centre de formation directement et il nous a fait beaucoup de bien, surtout dans les 2 dernières saisons. Et d'ailleurs, heureusement qu'il était là. Florent, je vais devoir passer à ton acolyte, Raph. Alors, Raph, vas-y, dis-nous ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Qu'est-ce que tu entrevois?
Alors oui, je suis d'accord avec un grand nombre d'arguments qui ont été évoqués. Je me souviens surtout que voilà, quand pour la troisième saison de Garcia, il décide de vendre Anguissa pour 30 millions et je me souviens encore Zubizarreta qui ne voulait pas parce que voilà, il prévoyait aussi de le vendre plus cher plus tard. Donc là, on en revient au fait qu'on n'arrive pas à on n'arrive pas à vendre. Voilà. Et puis on prend pour la même somme Strootman, ce qui est vraiment très stupide de vendre un jeune pour prendre quelqu'un qui est bientôt en fin de carrière. Et voilà, et puis qui vient du championnat italien qui voilà, n'a pas du tout le même style de jeu. En France, on sait que c'est plus physique, c'est un peu moins technique. Et voilà, et du coup, Strootman, dès qu'on le lâche au milieu, il est perdu. Après, oui, il y a beaucoup de bonnes recrues, Sanson, Tchaleta Tsar, Piradonic qui commencent à montrer son potentiel, ou que ce soit Payet et Mandanda, voilà, qui vont s'inscrire dans la durée, enfin en tout cas pour Payet, et puis j'espère vraiment pour Mandanda, parce que voilà, ce serait con de le laisser partir comme ça l'année prochaine sans lui proposer une prolongation et une reconversion dans le club. Parce que je pense qu'il pourrait vraiment aider. Après, il y a aussi d'autres recrues qui sont un peu, moi je dis qu'elles sont un peu invisibles. Je pense notamment à Nasser Larguet, qui a été recruté pour le centre de formation, qui pour moi est juste Alors, une excellente recrue. on va y venir. Ça, c'est la dernière partie. Ouais, mais sur le centre de formation. C'est juste pour venir aussi sur le fait que, voilà, pour moi, on a fait très peu de mercato intelligent. On en a fait un en hiver quand McCourt est arrivé avec des arrivées comme Sanson ou Payet. Après, il y a eu le mercato d'été suivant où on fait venir plein de bons joueurs qui ont été très bons pendant une année. Evra, Rami, tout ça. Non, pardon, Evra était venu au mercato d'hiver. Mais voilà, Rami, Mandanda qui revient, tout ça. Et après, pendant une année, il y a eu des mercatos foireux. Parce que, voilà, à mon avis, ils ont dû se dire, voilà, on sort d'une finale d'Europa League, il y a de quoi faire mieux. Et du coup, ils ont un peu dépensé sans compter. Et là, ce qui m'intéresse avec AVB sur les deux derniers mercatos, enfin, sur les deux derniers mercatos d'été et celui qui est en train de se passer là, c'est qu'il réfléchit, voilà. Il fait pas, il sort pas le chéquier parce que voilà, il y en a plus, mais il fait des recrues, il recrute intelligemment. On voit par exemple Parce qu'il y a Rongier. AVB. Parce qu'il y a AVB. Oui, et AVB voilà. est justement, pour moi, autant de AVB Zubizarreta et de Garcia, c'est quelque chose d'abominable, enfin, en ce qui me concerne. Hein. Et justement, voilà, pour moi, AVB est l'une des meilleures recrues qui ait pu avoir à l'OM, même si c'est pas lui qui joue, enfin, c'est quand même lui qui décide le jeu, tout ça. Et voilà, il fait venir de bons joueurs. Là, c'est lui qui doit être aux manettes du mercato. Et voilà, il fait venir de bons joueurs. Gay, qui est très prometteur. Balerdi aussi, j'ai entendu beaucoup de très bons échos, notamment en Argentine, à Boca Junior. Et je pense que si Benedetto pousse pour qu'il vienne, enfin a poussé pour qu'il vienne, c'est que voilà, il y a du potentiel. Et aussi, AVB à mon avis, a poussé pour que certains jeunes signent pro. Et les jeunes qui ont signé pro, j'ai regardé l'interview de Nasser Larguet, c'est ceux qui ont le plus de chances d'être titulaires, enfin d'intégrer le groupe pro et d'être titulaires. Et justement, on verra après, mais on l'a vu pour les matchs de prépa où les jeunes sont là et montrent de l'envie. Ok, Raph. Alors, bon, en ce qui me concerne, comme je l'ai dit au début, tout n'a pas été négatif. On a eu des Alvaro, des Rongier. Ils se sont un peu réveillés la dernière année d'ailleurs. Mais il y a des erreurs fondamentales qui nous ont plombé les finances. Et c'est ça qui est grave. Comme Abdenour, qu'on a payé une tonne, Certic, comme Germain que l'on paye et qui, excusez-moi, depuis 2 ans, ne nous apporte rien en termes d'efficacité en attaque. Alors, je ne sais pas s'il est mal utilisé par les différents entraîneurs. C'est sûr que ce n'est pas un ailier, déjà. Villas-Boas le met sur l'aile, mais ce n'est pas un ailier. C'est un 9,5 qui doit tourner autour de l'attaquant. Donc, ça, c'est encore quelque chose qui nous plombe parce que sans efficacité, on perd des matchs. Et si on perd des matchs, on perd des finances. Gomis, n'en parlons pas. Je permets de te couper. Oui. Tu peux rajouter Balotelli aussi, qui a été une grosse erreur financière.
il vient 6 mois, il prend un gros salaire. En plus, il me semble qu'on Oui, le mais paye lui, il à a Nice marqué des buts. Mais 15 lui, il nous millions, a un mis truc des dans le buts. genre. Bon, lui, il nous a mis quelques buts. Donc, finalement, bon, quelque part, tu amortis plus ou moins. Mais oui, c'est vrai que Balotelli, c'était un cheval de Troie venu de nulle part. On ne sait pas ce qu'il fout là. On était content de le voir parce que c'est Balotelli, mais ça aurait été bien sur un investissement sur 2 ans. Moi, ce dont je te parlais tout à l'heure, qu'on a perdu Gomis, ça a été une lourde perte et personne s'en est aperçu. Vous Et dire le mec, mon il avis, finit troisième. Il finit 3e meilleur buteur et il demande simplement une petite revalorisation de son salaire et on le laisse partir. Et après, on te met des Mitroglou derrière, des Germain derrière, voilà, qui n'ont rien fait. C'est n'importe quoi. C'est Et ça, je te n'importe coupe quoi. 2 secondes. Je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à Gomis. On l'aurait prolongé ne serait-ce qu'une saison. Le temps de trouver peut-être un autre attaquant plus jeune ou qui puisse nous durer plus longtemps sur la durée. Une saison, il nous aurait rendu largement service et coûté beaucoup moins cher que Mitroglou. Parce que Mitroglou, tu comptes quand même le prix du transfert. Je crois qu'il y a 50% à la revente, la future revente qui ira à Benfica, si je me trompe. Et son salaire qui est quand même assez important. L'un dans l'autre, on aurait été gagnant avec Gomis, sur le terrain et en dehors. Donc, c'est une très, très grosse Voilà. grosse erreur. Le problème, c'est que Richard, fais le compte du nombre de joueurs. Strootman, Abdenour, Sertic, Gomis, il y en a plein, Germain. Tu as au moins une 10 à 12 erreurs sur les 3 ans. Ouais. Je crois qu'Antoine, il voulait donner son avis. Oui, non, mais on va y venir, Antoine, t'inquiète pas. Je te cède la parole d'ailleurs. Alors à toi, dis-nous un petit peu. Moi, pour revenir sur les différents mercatos, je pense, les gars, il faut se souvenir d'où on part. On part vraiment de rien du tout. On était vraiment avec rien du tout, avec Gunther Jacob et compagnie. On se fait prêter tous les joueurs à droite, à gauche. On gratte ce qu'on peut gratter. Il y a vraiment, on part de rien. On part avec Passy entraîneur. Donc, on part. Moi, je suis assez d'accord avec vous que pour moi, l'erreur originelle des mercatos, ça a été Gomis. Le premier mercato d'hiver, tu es obligé de prendre de l'expérience. Qu'est-ce qu'on veut? On a l'Olympique de Marseille. Combien de joueurs se sont cassés les dents? Des joueurs avec de l'expérience. Et d'ailleurs, Strootman est un joueur d'expérience. Il vient, il se casse les dents chez nous. Tu n'as pas n'importe qui peut réussir chez nous. Un Gignac, il a mis 2 ans. Gignac, il a mis 2 ans. Rappelez-vous de Gignac quand il était. Non, mais rappelez-vous de Gignac quand il arrivait à l'OM. Oui, là, tout le monde lui fait des statuts parce qu'il marque 3 buts au Mexique dans un championnat qui est quoi, niveau Ligue 2? Arrêtez, les gars. Quand Gignac il arrive à l'OM, tout le monde lui gueulait dessus. Tout le monde voulait qu'il s'en aille. Tout le monde disait pourquoi on a mis 18 millions sur Gignac. Et il a mis 2 saisons. Même Papin, ça a été comme ça. Oui, mais Papin Lucho González, quand on nous a dit c'est quoi cet Argentin qui ne met pas un pied devant l'autre. Luis Gustavo, quand il est arrivé, on nous a dit on a pris le seul Brésilien qui ne sait pas dribbler. Tout ça, c'est des critiques qu'on a entendues parce que l'OM, ce n'est pas un club comme les autres. Et on ne peut pas, moi, je n'ai pas envie de faire du trading. Je n'ai pas envie de voir des joueurs, des Osimhen, des Pépé qui restent qu'un an à l'OM. Ça a fait Drogba. Je suis désolé, moi, Drogba, je n'ai pas été content de le voir qu'une saison à l'OM. Moi, ça m'a cassé les couilles. Moi, Drogba, je voulais qu'il fasse une carrière à l'OM. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut. Donc, déjà, on part sur un chantier qui était énorme. Il a fallu mettre de l'expérience des joueurs avec un caractère assez particulier. Un Rami, un Evra, oui, peut-être que ce n'était pas footballistiquement un niveau très élevé, mais au niveau caractère, au niveau folie, parce qu'il faut être fou pour jouer à l'OM, au niveau folie, ils avaient ce qu'il fallait. Rami, tu ne m'as pas entendu parler de Rami tout à l'heure. Evra, il arrive, il a la jambe cassée. Strootman, il arrive, il a la jambe cassée. Il n'avance pas, il ne peut pas courir. Ce n'est même pas une question de talent. C'est des mecs qui ont du talent, c'est des mecs qui ont gagné des Ligues des Champions. Mais ce n'est pas le moment le moment de les prendre. Il faut voir son importance aussi. Parce que si un coach comme AVB, parce qu'on loue tous le travail d'AVB, le jugement d'AVB, si AVB il compte autant sur Strootman, moi, je ne suis pas dans le secret du vestiaire, je pense qu'il faut lui faire confiance. Si te dis Strootman, pour moi, c'est quelqu'un d'important, c'est qu'il doit avoir son importance juste dans le professionnalisme qu'il met dans les entraînements. Ça pousse les autres joueurs à être professionnels. Parce que les autres joueurs, oui, même s'il n'est pas bon, ils le regardent. Antoine, dans l'esprit. Mais regarde l'année dernière, il le met remplaçant toute l'année.
Cette année, Oui, mais il est remplacé. Voilà. Donc AVB, pourquoi il compte sur lui? Parce que c'est un sous-entraîneur, le garçon. C'est-à-dire qu'il va donner tous les tuyaux de sa carrière non seulement à AVB, mais aussi aux petits jeunes qui sont à côté de lui. Mais il ne joue pas cette année. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la force. Il n'a pas la force. Donc tu payes 500 000 balles à un mec comme ça qui va juste apporter des conseils. C'est bien dans ce sens-là, mais dans le sens football et dans le sens efficacité, tu aurais pu avoir peut-être un autre mec que lui à 500 000 balles et qui t'aura apporté autre chose. Voilà. Donc ça, c'est des erreurs. salaire, le souci, c'est qu'on est l'Olympique de Marseille et pour nous, pour moi, c'est le plus grand club du monde, c'est le plus grand club d'Europe, tout ça et tout. Pour les autres, l'Olympique de Marseille, c'est rien. Donc, quand tu vas attirer des joueurs d'un certain niveau, tu es obligé, surtout en début de projet comme était McCourt, de surpayer un peu. Tu es obligé de surpayer parce qu'un gars comme Strootman, je pense qu'il n'avait pas spécialement envie de venir chez nous. Je pense qu'il était très bien à la Roma. Je pense qu'il a été poussé vers la sortie. Je pense que Garcia lui dit viens, viens, viens. Et du coup, ils l'ont surpayé. Mais ça, lui, il y est pour rien, Strootman. Lui, il n'a rien demandé. Oui, c'est nous qui sommes allés le chercher. Et oui, mais une fois que ces prestations sont mitigées et ne valent plus 500 000 balles, si tu es président d'un club, si tu as Tapi, là, moi j'ai vécu sous l'ère Tapi, j'ai assisté à la victoire de l'OM en 93. Moi, je peux te garantir qu'un mec comme ça, il descend dans le vestiaire, il dit papa, tu es Strootman, je t'aime bien, tu es un grand joueur, mais je ne vais plus te donner 500 000 balles par mois. Tu vas baisser, tu vas faire un effort à 250 000, 150 000. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, Richard, si je peux te couper, Strootman, j'ai beaucoup critiqué tout ça, mais j'ai pas non plus envie de l'enterrer totalement. Parce que lui, il a quand même une très bonne expérience dans la Ligue des Champions. Et puis ça va compter l'année prochaine parce qu'on a énormément de jeunes, tout ça. Et donc, ça va compter. Son poids, Mais vous avez bien vu qu'il y a Camara. Vous avez bien vu qu'il y a Camara à sa place. On a propulsé en 6 Camara, qui d'ailleurs était son poste de départ, et je l'ai toujours dit. Je ne vois pas pourquoi il jouait en défense centrale. Comment? Garcia, le disait toujours. Oui, Garcia le disait aussi. Et donc, voilà, je veux dire, il est à des années-lumière d'un point de vue football à Strootman à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, maintenant, on ne va pas enlever tout ce que peut représenter Strootman, tout ce qui est sa carrière, mais à un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire, les garçons? Il faut pas l'enterrer trop vite quand même. Il ne faut pas l'enterrer trop vite. On ne sait pas sur cette saison. Parce que n'oubliez pas les 2 premières de Gignac, n'oubliez pas les 2 premières de Campos aussi. Parce qu'au Campos, on s'en débarrasse, on l'envoie après en Italie la 2e saison. Et le mec, il est revenu comme ça. Je pense qu'il ne faut pas enterrer un joueur. Il suffit d'un déclic. Il suffit d'un déclic, une bonne préparation avec un bon coach, il y a un bon groupe. Je pense qu'un Strootman peut devenir vraiment une pièce essentielle parce qu'on ne peut pas miser sur un Gay pour moi. Je suis désolé. Un Gay, c'est trop inexpérimenté. Le gars, il vient de Ligue 2, il ne connaît pas encore la Ligue 1. C'est un garçon qui a l'air un peu timide. Et il n'y a pas la ferveur. Pour l'instant, on est en huis clos, donc c'est très bien. On est en huis clos, ils sont entre eux, c'est très bien. Mais quand on va déconfiner, et ce que j'espère assez vite, il va y avoir le public. Et quand il va y avoir le public, il va falloir pouvoir tenir, on ne va pas avoir les jambes qui tremblent sur le terrain. Je veux juste soulever un point. Problème. Strootman, si j'avais le Strootman de la Roma, je te garantis, je signe de suite. Moi, c'est qu'il est amoindri physiquement et que donc, il n'arrive même pas à tenir en Ligue 1. Alors, imagine en Ligue des Champions. Et pourtant, c'est vrai qu'un Strootman en super forme et qui peut donner le plein de ses moyens, tu le mets en Ligue des Champions, tu es tranquille avec Payet à gauche, Thauvin à droite, Benedetto devant, putain, Gay et Camara derrière, c'est la folie, tu vois ce que je veux dire. Mais le mec, il n'est pas en bonne forme physique, c'est ça le problème. Voilà. Dire quelque chose, Rafi? Ouais, alors 2 choses du coup. Rafi, tu voulais dire quelque chose? Oui, 2 choses, si tu me le permets. Juste une parenthèse. Pour Rami, je pense que c'est un problème un peu différent. Moi, je le vois un peu comme un problème différent. Le mec, il a fait un burn-out total après sa victoire en Coupe du Monde. Parce que moi, personnellement, sa saison, sa première saison, on finit avec 77 points.
je le trouve bon. Hein. Je trouve que c'est un guerrier sur le terrain. Hein. Moi, j'ai Ah rien à oui, lui reprocher cette année-là. parfait. Et Parfait. s'il refait la même saison, moi, ça m'allait. Mais le mec, tu sais de quoi il est parti. Il est parti à 23 ans, je crois. Il a commencé vraiment le football professionnel, ce qui est tard quand même. Il était jardinier ou employé à la mairie dans le Nord, je ne sais plus où. Exact. Très juste dans le sud. Et le mec, il finit champion du monde. C'est une carrière complètement dingue, tu vois. Donc limite, son burn-out, je le trouve normal. Il n'y a rien qui me choque. Donc, le problème Rami, pour moi, il est limite à part. Tu vois, il aurait pu avoir un burn-out dans un autre club que Marseille, mais encore plus à Marseille, c'est encore Non, mais plus ça surdimensionné. aurait été ailleurs. Ça aurait été Ça aurait ailleurs. été C'est moins pareil. médiatisé peut-être, mais Gagne, il aurait eu son burn-out, il je gagne une pense. Coupe du Monde. Il gagne une Coupe du Monde. Regarde de là où il a Il- commencé, il gagne une Coupe du Monde. J'ai envie de te dire même, respect mec, il n'a pas joué, mais il était dans les 23, c'est ce qui compte. Il a une Coupe du Monde sur son CV. Non, mais quand il Ça, sort de personne la ne pourra Coupe lui du enlever. Monde, quand il sort de la Coupe du Monde, il n'est pas apte à retourner dans une Ligue 1 et faire des matchs Non, contre le Havre. Il sort d'une folie. mais même Et tu Mandanda, vois, il a il mis du n'est mal à pas s'en remettre. apte à rencontrer Reims. Mais Voilà. non, bien Donc, sûr. Non, mais Même Mandanda, il Rami, joue. les gars, Pardon, je te laisse les parler. gars, moi je pense vraiment que la gestion post-Coupe du Monde de Bien Garcia, sûr. elle a été horrible. Mais elle a été Mais bien horrible sûr. et c'est là qu'il a tout perdu, Garcia, parce qu'il a perdu l'adhésion de ses joueurs dans sa mauvaise gestion. N'oubliez pas que le mec, la veille de reprendre l'entraînement, Garcia, il s'amusait encore à faire les commentaires en Russie. Il faisait les commentaires pour TF1 en Russie. Le gars, il n'était pas en train de préparer sa saison. Et le mec, il a pris un boulard comme ça à cause de sa finale de Coupe d'Europe. Et comme disait Deschamps, ses grosses erreurs, il les a fait après des succès. Il a eu beaucoup de succès avec cette saison qu'il a réussi à l'Olympique de Marseille. Et le mec, il s'est senti, je pense, plus grand que le club et plus grand que ses joueurs. Et du coup, là, il a perdu l'adhésion de tout le monde. Sauf que je te rassure, il n'a pas attendu ces moments-là pour faire d'autres erreurs. Les Garcia, il a empêché Zubizarreta parce que Zubizarreta, tout le temps où il y avait Garcia, il est fantomatique. Pourquoi? Parce que Garcia, il veut décider de tout. C'est lui qui nous fait perdre Gomis, c'est lui qui nous empêche d'avoir Bacca. C'était un Vénézuélien ou je ne sais plus quoi qui part finalement à Villarreal et il le remplace par Mitroglou qui nous coule l'OM. Donc, alors qu'on devait avoir Bacca. Il y a Pépé qui devait venir. Garcia le refuse. Pépé, vous voyez ce qui lui est arrivé. Il a été acheté 70 millions par la suite à Lille par Arsenal. C'est trop d'erreurs, les gars. C'est trop d'erreurs. Et en plus, il empêche les transferts de Lille, moi, je les trouve travailler. suspects. Alors que quand il est remplacé par… en attendant, ils ont pris 70 millions sur la vente de Pépé. Voilà. On ne sait pas ce qui est… moi, je ne m'intéresse pas à Lille parce que c'est l'OM qui m'intéresse. Il n'y a aucune procédure ou malversation qui semble apparaître dans le travail de l'OM. Lille, ils ont un souci, en fait, c'est qu'ils ont été un peu des soucis, d'ailleurs un peu judiciaires, parce qu'en fait, ils avaient fait un accord un peu chelou avec Manchester City sur l'achat de jeunes. Ils ont des histoires un peu comme ça, un peu chelou, Lille. Hein. Faut pas croire, ils passent pas la DNCG à chaque fois. On ne sait pas tout. Hein. Mais on les laisse tranquilles parce que c'est Lille. On ferait pareil à Marseille, crois-moi. L'équipe, il ferait tous les jours la une dessus. Hein. Mais regarde, par exemple, les 2 dernières années, Lille se fait épingler par la DNCG et après il passe parce que Lopez fait des… on va aller voir, après on ne sait pas ce qui se dit là-bas, mais voilà, Marseille, cette année, on disait, je voyais dans des journaux, oui, voilà, Marseille passera pas la DNCG, tout ça. Et Marseille passe du premier coup et Lille, chaque année, ont des problèmes. Depuis que Lopez est là-bas, chaque année, ils ont des problèmes. Donc après, Lille, c'est que Lille est devenu un club un peu il te propulse les jeunes, voilà, il te propulse les jeunes sur la scène internationale et c'est tout. Il n'y a pas de… J'ai des amis lillois qui me disent, en fait, on ne reconnaît plus notre club, même si, voilà, il y a des bons joueurs qui viennent, ça, mais ils viennent, ils font une saison et ils repartent. Donc, voilà, ce n'est pas du tout le même projet que l'OM. Lopez, il est là-bas pour se faire du trading. Bon, on va passer à la prochaine étape parce qu'il faut avancer.
Au niveau des compositions, des tactiques qu'on a eues, que ce soit sous Garcia, que ce soit sous Villas-Boas, on va regarder un petit peu ce qui nous plaît à chacun. Alors, je commence cette fois-ci moi-même. Moi, ce que j'avais bien aimé, j'avoue que j'avais bien aimé une phase, une tactique qu'avait employée Garcia. D'ailleurs, c'est l'année où on est en finale de Ligue Europa. C'est ce fameux 4-2-3-1. Parce il nous va bien, parce que ça permet à Payet et à Thauvin de bien aimer. Et derrière, on a quand même, on met toujours deux bons défensifs. Et devant, il y a l'attaquant qui est bien accompagné avec ces trois qui sont derrière lui en cas de 3-1. Voilà. Moi, je pense que ça a été quand même pas mal. Et je suis un peu moins sur le 4-3-3 d'AVB parce qu'il est obligé de mettre, et dès que Thauvin est blessé, il est obligé de mettre des Germains à droite, qui encore une fois n'est pas sa posture de prédilection. Et Payet, c'est pas non plus un ailier si on regarde bien. Donc voilà. Alors on va passer à Antoine qui va nous donner son avis là-dessus. La tactique que tu as le plus appréciée, Antoine. Alors moi, je suis comme toi, j'aime bien Antoine, le c'est à toi. 4-2-3-1. Ouais. Alors moi, je suis comme toi, j'aime bien le 4-2-3-1 parce que ça permet d'avoir Payet en 10. Et quand il joue en 10, moi, je le trouve juste fabuleux, quoi. Après, c'est vrai que comme dirait, comment j'entends souvent, c'est vraiment pas la tactique. Je crois que c'est Baïdjak qui dit ça sur le Phocéen tout le temps. C'est pas la tactique, c'est l'animation offensive. C'est comment tu joues. Parce qu'avec un 4-3-3, tu bascules vite avec un 4-2-3-1 parce que tu as un Sanson qui joue assez haut. Et du coup, il joue un peu comme un numéro 10. Tu as un Rongier qui est plutôt en box-to-box, c'est-à-dire qu'il fait les allers-retours. Et du coup, tu as ce 6-là, Camara ou Strootman, qui est un peu le deuxième relayeur, ou la sentinelle, selon l'évolution de la partie, quoi. Parfois aussi, on voit Camara reculer derrière, et ça passe comme une défense à 3 avec Alvaro et Caleta-Car. Ça permet aux ailiers de monter un peu plus et deux latéraux qui deviennent des latéraux intérieurs, qui resserrent un peu à la Guardiola, comme il fait Guardiola un peu avec Manchester City, où tu as vraiment ces latéraux qui deviennent presque 2-6, quoi. Mais après, ouais, c'est vrai que j'aime bien voir Payet en 10. Mais c'est vrai que le 4-3-3 est plausible, mais quand tu as deux ailiers de métier, comme par exemple Radonjic, si tu mets Radonjic, voire Ake sur l'aile, avec Benedetto en pointe, on peut parler de 4-3-3, mais à ce moment-là, tu es obligé d'enlever. Non, Thauvin, tu peux le considérer comme un ailier, mais à ce moment-là, tu ne sais plus comment utiliser Payet. Payet, il n'est pas fait pour jouer dans un 4-3-3 à mon goût. Alors, il tire des épingles de son jeu parce que c'est un très bon joueur, parce qu'il a une patte fantastique pour les coups francs, pour les centres, etc. Mais tu ne verras jamais déborder. Alors que le super sub de Radonjic, eh ben, si tu sais l'utiliser, que tu sais lui donner confiance, à terme, il peut devenir… voilà. Donc après, c'est à AVB, comme il a dit Antoine, à pouvoir s'adapter en fonction des équipes qu'il a en face. Voilà. Alors, Florent, dis-nous un petit peu ton avis là-dessus. Bah, moi, le 4-2-3-1 de Garcia de l'année. Ouais. Moi, c'est plutôt le 4-2-3-1 de Garcia aussi, l'année d'Europa League, où il met Payet, Thauvin, il met Ocampos à gauche. Ocampos à ma vie, c'était une sacrée complémentarité, il faut le dire aussi. Et même Sakai ou Bounassar avec Thauvin, c'était vraiment bien. Après, l'attaquant, bah, c'était voilà, ça dépendait, quoi. Mais ouais, voilà, le 4-2-3-1, c'est assez bien. D'accord. Pour moi, c'est une des seules qui m'a marqué. D'accord. Raph, à toi? Eh ben, écoute, moi, je vais un peu changer d'avis par rapport aux autres, de préférence. Moi, je suis plus dans le 4-3-3 d'AVB cette année. Tout simplement parce que ça a permis de révéler certains joueurs. Camara en 6, alors qu'en 4-2-3-1, tu ne joues pas forcément avec un 6. Tu joues plutôt avec deux milieux relayeurs, ce qui est le cas, mais voilà, tu joues plus avec une pointe haute qu'avec une pointe basse. Donc tu peux avoir un 6 et du coup, Camara est vraiment bon là-dedans.
Après, voilà, je trouve que cette année, le fait de jouer en 4-3-3, ça a permis aussi de remettre à niveau à ma vie. Parce que, voilà, avant, il avait un peu cet avantage d'avoir Ocampos qui qui était très, enfin, qui allait en attaque, en défense, tout ça, qui défendait énormément. Et là, d'avoir Payet qui est un excellent joueur technique, mais qui ne fait pas forcément le repli défensif, parce que voilà, c'est pas son style de jeu, et ben ça a mis à ma vie face à ses responsabilités. Et du coup, là, il est obligé de bien jouer, parce que sinon, derrière, ça peut faire but. Et donc, je trouve que ça a permis de le révéler. Et puis, ouais, moi, je préfère le 4-3-3, parce que voilà, au milieu, tu as D'accord. une vraie plaque tournante qui te permet d'accentuer le jeu. Ok. Rafi, à toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je suis plus 4-2-3-1 aussi, donc pas 4-3-3. Pour plusieurs raisons. Déjà, comme on l'a évoqué avant, Payet en numéro 10, pour moi, il n'y a pas photo. Alors, quand AVB est arrivé, c'est vrai il a tout de suite dit que Payet jouerait sur le côté. Il n'a pas laissé le suspense longtemps. Pour lui, Payet, c'était sur le côté, sur l'aile. Moi, bon, il a fait une bonne saison, mais je ne trouve pas que ce soit un joueur. Enfin, du moins maintenant, avec son âge, je ne trouve pas que sur le long terme, on peut le voir toute une saison comme ça, comme il l'a fait sur le côté. Je le préfère, c'est un avis personnel, je le préfère en numéro 10. Je le trouve plus Bien meilleur sûr. quand il organise le jeu. Voilà. Pour moi, c'est son poste. Bielsa l'a vraiment révélé en numéro 10 et il a éclaté, il a vraiment explosé sous l'ère Bielsa en tant que Pour moi, numéro 10. c'est la seule énigme d'AVB pour moi. Ouais, bon, après, tu sais, j'ai envie de te dire, regarde, il a choisi une autre tactique pardon, que Garcia, un autre système de jeu que Garcia, mais il a eu des meilleurs résultats avec plus ou moins la même équipe. Donc, comme quoi, des fois, la tactique fait pas tout. Après, j'aimais beaucoup dans le 4-2-3-1. Enfin, dans le code 2-3-1, c'est vrai qu'on avait Ocampos qui était vraiment un joueur indispensable, quoi. Et il se projetait sur l'aile, comme je crois que c'est Flo qui disait ça, il se projetait sur l'aile. Après, son départ a permis peut-être à ma vie d'aller mieux aussi, mais après, avec le travail de Villas-Boas derrière. Mais il y a juste un point que je veux le relever, c'est que 4-2-3 ou 4-3-3, pour moi, il y a un joueur qui n'a pas sa place dans l'équipe, c'est Germain au final. Parce qu'on, alors je sais, on parle plus de mercato, mais juste pour dire qu'en fait, dans les deux systèmes, c'est un joueur qui n'a pas sa place, C'est un dans fantôme. l'équipe, C'est un qui a pas fantôme. sa place. Et c'est pour moi une énigme. Je dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis juste que, de toute façon, il n'a pas sa place dans les deux Non, systèmes parce qu'on moi, ça me fait de on la joue très peine. rarement en 4-4-2. Oui, ça me fait de la peine parce que c'est un bon joueur de club. C'est un joueur qui s'entraîne. Non, mais Tu vois que c'est le il mec qui court, il se s'entraîne. Il dépense. court, Il se dépense. il se dépense. Je sais plus quel match, il met un but et puis il ressort avec un œuf comme ça sur la tête. Le Contre mec, il Lille, continue à il me courir. semble. Oui, À voilà. Ouais. Rennes. Il continue, ou plus Rennes, ouais, je crois. Il continue à courir comme un malade derrière. C'est un bon joueur de club, mais il n'a pas sa place dans nos systèmes. Donc, c'est juste une parenthèse là-dessus. Euh, sinon, pour moi, oui, je suis plus 4-2-3-1. Je suis plus 4-2-3-1, ouais. Ok, Après, effectivement, le 4-3-3 a permis de voir que Camara était vraiment un numéro 6, ce qu'on ne verrait pas dans le 4-2-3-1. Mais d'accord. l'un dans l'autre, on ne retrouve pas tout, parce qu'on ne retrouve pas Payet en numéro 10. Ok, Mais je suis plus d'avis, si tu permets de finir, je suis plus oui, d'avis qu'un système, tu peux pas dire, voilà, moi, mon système, c'est ça. Un système, pour moi, ça s'adapte en fonction de l'effectif que tu as. Et parfaitement. Je suis voilà, totalement d'accord avec toi. ça s'est En révélé une fois de fonction, plus. comme disait Courbis, Roland Oui, Courbis Courbis disait, dit ça. voilà, il faut toujours s'adapter à l'adversaire. Donc, des fois, ça va être même un 4-4-2. Voilà, cette année, bon, on va y venir tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission. Avec Ake, aujourd'hui, cette année, on peut faire un 4-4-2 avec Benedetto et Ake parce que j'ai remarqué qu'Ake, c'est un sacré chasseur de but, hein, l'air de rien. Donc, voilà, euh, ça Mais va on aurait pu dépendre faire un de l'adversaire. 4-4-2 avec. Excuse-moi, Richard, on aurait pu faire un 4-4-2 avec Germain, comme tu disais tout à l'heure. Germain, c'est un 9,5. Il Oui, jouait là, 9,5 oui, à Monaco avec Radamel Falcao. là, oui, C'était un très bon bien joueur. sûr. C'était un très bon joueur de Ligue 1. Moi, quand il est arrivé et que je l'ai vu arriver, j'ai dit oui, c'est un bon joueur de Ligue 1. J'ai pas dit que c'était un joueur au niveau international Après, ou européen. Comme disait Antoine, tu as des joueurs, ils ne sont pas faits pour l'OM et ils ne seront jamais faits pour l'OM. Exactement. La pression de l'OM ne leur convient pas, c'est tout. Il faut être Oui, un bien peu sûr. fou pour jouer à l'OM. Oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Allez, on va passer au centre de formation.
On essaye d'être rapide et succinct chacun dans nos réponses parce qu'il faut avancer aussi dans la deuxième grande partie. Je vais donner la parole à Antoine qui va nous dire ce qu'il pense du centre de formation sur ces 3 dernières années et ce qui a été fait. Enfin, un centre de formation, j'ai envie de dire, ça faisait des années qu'on appelait de nos souhaits tous de voir des minots marseillais sortir du centre de formation et intégrer l'équipe première. On l'a eu partiellement avec des Nasri, des Ayou. Il ne faut pas oublier qu'on a sorti un Seydou Keita quand même, en post-formation, mais on a sorti un Seydou Keita, on a sorti un Mehdi Benassia. Même s'ils n'ont pas explosé chez nous, on les a sortis quand même. Ça, faut pas l'oublier. On a sorti, après plus longtemps, plus loin, on a sorti Bogossian, Jambé, compagnie. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, quoi, le club beaucoup sont passés des directions et ont dit on va s'appuyer sur la formation et ne l'ont pas fait. Là, maintenant, une direction qui le fait vraiment parce que économiquement, c'est la seule façon d'exister pour un club français. Et c'est bien, on voit des minots qui jouent, ça donne déjà l'exemple aux autres minots, aux joueurs qu'éventuellement on pourrait recruter dans les petits clubs régionaux, leur montrer qu'ils ont une vraie chance d'évoluer au sein du club. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Je crois que notre club fait partie des 8 clubs excellence, entre guillemets, là, du championnat de France, qui a reçu un label assez particulier que peu de clubs ont Oui, en France. pas sur les résultats, sur le centre de formation et ses installations, mais pas sur les sorties de joueurs parce que justement, je vais y venir juste après toi. Le problème à l'OM, c'est que justement, on a toute la difficulté à faire sortir des joueurs alors qu'on a un vivier qui est sur la région et ne serait-ce que sur toute la Provence-Alpes-Côte d'Azur, un vivier extraordinaire de petits clubs amateurs où on peut trouver des joueurs et je suis persuadé qu'on ne fait pas le maximum et que l'OM aurait pu avoir une politique de nommer des recruteurs spécialisés qui vont sur tous les stades de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi dans toute l'Europe, pour trouver des jeunes joueurs. Je trouve qu'on ne fait pas assez dans ce domaine à l'OM, mais depuis ça date pas d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, oui, mais là, on progresse. On progresse. C'est-à-dire qu'on a sorti Liadji, on a sorti Ake, on a sorti Lopez, même si j'aime pas Lopez. On a sorti Camara. Là, il y a Bertelli qui arrive, il y a Chabrol. Bon, voilà. Donc, après, en Ligue 1, tu as Laurent Abergel qui monte avec Lorient, qui aussi sort du centre de formation de l'OM. On a sorti des gardiens. Souvent, on a sorti des gardiens. L'air de rien. Celui qui était à Mendy, celui de Rennes, il était dans notre centre de formation. Ah oui, mais on en a sorti beaucoup, Antoine. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il réussisse chez nous. Parce que ce que je veux, c'est qu'il réussisse chez nous. Et peu sont les élus qui réussissent à l'OM. Alors, il faut avoir énormément de talent pour réussir à l'OM. Il faut être des Nasri, des Ayou, il faut avoir un caractère de malade. On est un grand club. C'est à nous à les former, Antoine. C'est à nous à les former. Mais on est en train. Moi, je suis assez optimiste pour la suite. Alors là, il y a une petite progression, il y a un espoir. Donc, on va voir ce que ça donne. Rafi, tu nous donnes ton avis là-dessus ? Ouais, moi, en tout cas, par rapport au centre de formation, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas leur enlever le mérite qu'ils ont eu de s'investir là-dedans. Déjà, les partenariats qu'ils ont fait avec les clubs locaux, les clubs de la ville, c'est une bonne chose. Donc c'est vrai qu'ils se reposent aujourd'hui, ils disent se reposer aujourd'hui sur le centre de formation parce que comme tu disais Antoine, les finances vont faire qu'à un moment il faudra un peu aller piocher là-dedans. Tout à l'heure je disais qu'on n'avait pas vraiment de ressources avec les ventes, donc il faut avoir aussi des ressources. Si tu n'as pas de ressources avec les ventes pour acheter des nouveaux joueurs, c'est sûr qu'il faut à un moment piocher chez toi. Donc il faut avoir des ressources dans ton centre de formation. Donc la nomination de Nasser Largué, comme souvent Raph le disait, c'est une bonne chose. Je pense que c'est quelqu'un de compétent et je demande à voir pour la suite. Après, je suis désolé, je reprends encore ce que tu dis Antoine. Réussir à l'OM déjà comme joueur confirmé, c'est pas forcément toujours évident. Donc réussir à l'OM quand tu es un minot, je pense que c'est encore une barrière qui est encore plus haute. Maintenant, on a vu pas beaucoup de joueurs malheureusement qui ont réussi.
ces dernières années. Il y en a eu, mais je trouve à mon sens qu'il n'y en a pas eu assez. Et c'est dommage. Peut-être qu'on ne leur a pas donné les moyens de réussir. Je ne dis pas qu'on n'avait pas de joueurs compétents. Je dis peut-être qu'on ne leur a pas donné les moyens de réussir. Et je trouve ça dommage parce que beaucoup de grands clubs s'appuient sur leur centre de formation, même s'ils ont les finances pour acheter des joueurs. Ils s'appuient quand même sur leur centre de formation. Et c'est un retard qu'on a depuis de nombreuses années. Beaucoup de directions, comme vous avez dit, sont passées par là et avant. Ils ont dit oui, la formation, oui, la formation, mais ils n'ont rien fait. Eux, le mérite qu'ils ont quand même, c'est d'y être intéressés dès le début. Ça, on ne peut pas leur enlever. Et je demande à voir, et je suis assez optimiste là-dessus en tout cas, parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils vont s'appuyer sur la formation. Et il y a quand même des bons espoirs parce qu'on a quand même des joueurs aujourd'hui dans notre équipe qui sont titulaires et qui viennent du centre de formation. Et Richard, je te donne, je ne sais pas si tu la connais cette anecdote, pour parler du centre de formation. Il y a des années, là, il y a Anigo qui voulait quand même promouvoir le centre de formation. Et on a eu un joueur à l'essai, que vous connaissez tous, qui s'appelle Riyad Mahrez, qui était venu faire un essai à l'Olympique de Marseille. Et on était chaud pour le signer à ce moment-là. Il était au Havre. Et Anigo, il appelle, il lui dit non, mais finalement, on va pas te signer parce qu'on va donner sa chance à un joueur du centre de formation qui était à l'époque Bilal Amrani, qui jouait à peu près au même poste, qui avait à l'époque apparemment des qualités similaires. Et au final, parfois, c'est pas toujours bon de privilégier la formation, quoi. Oui, puis je crois que Labrune avait dit. Labrune avait dit que Mahrez n'avait pas la stature pour jouer à l'OM, un truc comme ça, il avait dit aussi, je crois. Je crois que c'était dans un deuxième temps quand son agent l'avait proposé au club pour 500 000 euros. Ouais. Voilà, et puis après, il finit quelques années plus tard meilleur joueur de la première ligue. Labrune, il lui avait carrément écrit « Je ne suis pas un gogo », quoi. Ok, on va donner la parole maintenant à Florent aussi, parce qu'ils n'ont pas encore donné leur avis là-dessus. Florent et Raph. Comme disait Antoine, enfin un centre de formation. Et je dis ça, mais pas que masculin, aussi féminin. Quand on voit que, par exemple, Tesla Placette, elle a fait 7 ans à l'OM, puis que cette année, elle part au Paris FC, parce qu'on descend des deux avec les féminines. Non, mais déjà, elle fait 7 ans à l'OM, c'est une belle formation. Elle part dans un top club français. Pareil pour Michaela Cardia, elle est formée à l'OM, elle part à Bordeaux, top club français aussi en féminine. Attends, Florent. Bon, petite note d'humour. Il n'y a pas que le masculin. Personne lui a expliqué qu'il ne faut pas boire et partir à Paris, personne. Non, mais c'est pas le PSG, c'est le Paris FC. Ouais, mais c'est toujours Paris. Hein. Oui, mais c'est pas pareil, c'est pas le même truc que le PSG. Là, je prends un peu sa défense, tout ça. Sinon comme a dit Rafi, ou même toi, Richard, ou même Antoine, Camara était une réussite. Et là, j'aimerais bien voir Bertelli, Soare aussi, en buteur. Ake, qui a l'air d'avoir un beau potentiel. Et puis, il y en a d'autres aussi. Tu as Camardin aussi. Et Jaurès Raoult aussi. Et puis, il en reste encore d'autres qu'on n'a pas signé pro. Et sinon, il y a une belle erreur qu'on a fait aussi, c'est de ne pas avoir signé Nkunku en pro, qui est parti à Everton. Ok. Voilà. Nkunku, Lee a dit, bon, on dit que c'est lui avec ses agents qui font n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'est deux potentiels qui sont perdus, à mon goût, à moi. Allez, on va avancer. On va donner la parole. Nkunku, je pense que le club ne voulait pas le signer, tout simplement. Je pense que le club a estimé qu'il n'avait pas le niveau. Et là, il paraît qu'il est prêté encore à Watford. Il est parti à Watford, il me semble. Everton. Et je crois que là, j'ai lu qu'il le prête encore. Donc, le club n'a peut-être pas forcément eu tort, c'est vrai. Mais par contre, il a dit, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce que c'est lui, excusez-moi du terme, mais qui a fait sa tête de con et qui n'a pas voulu signer? Ou est-ce que c'est le club qui n'a pas su se positionner sur lui? C'est une histoire d'argent, de toute façon. Voilà. Moi, je pencherai du côté de la chose suivante. Quand on est un jeune joueur, qu'on a la chance de pouvoir signer un contrat pro à l'OM, et qu'on n'a encore pas marqué un seul but et qu'on est attaquant, on se tait et on signe. D'accord ? Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, quelles que soient les conditions du contrat. Et c'est pour ça que Villas-Boas lui a dit, bon, écoute, Mino, dégage de là, va à ton Lille ou va où tu veux, mais à nous, tu ne nous feras pas du chantage. Et il a eu bien raison. Enfin, c'est mon avis.
Alors, tout le monde a donné son avis sur le centre de formation ou Non, moi, j'ai pas. Raph, alors, vas-y, dis-nous ce que tu penses. Eh ben, écoute, moi, je vais faire rapide, hein, tout a été dit, tous les points positifs. Voilà, il y a eu, voilà, on développe. Donc là, il y a le classement des meilleurs centres de formation en France qui vient de sortir. L'OM est classé 13e, il me semble. Ce qui est une bonne performance, sachant qu'il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on était 20e sur un classement de 20. Donc, voilà, c'est une très bonne progression. Après, voilà, moi, je suis d'accord avec ce qu'a fait Villas-Boas pour l'IAG. C'est-à-dire que, et puis il annonçait publiquement que voilà, tu n'as pas signé ton contrat, donc quel est l'intérêt pour moi de te montrer aux yeux des autres clubs, sachant qu'on ne va pas toucher de commission. Et moi, ça me fait penser à Boutoba, qui a fait un peu sa star aussi, qui n'a pas voulu signer à l'OM, qui n'a pas voulu signer pro, qui est parti, je m'en souviens à l'époque, à Séville, et maintenant qui joue en réserve de Montpellier. Et qui a une carrière totalement gâchée, qui n'aura plus aucun espoir. Et moi, chaque fois que j'ai vu, Raph, chaque fois que j'ai vu un joueur comme ça faire son gâté alors qu'il n'a encore rien prouvé, il a échoué sa carrière. Ça veut dire qu'il n'a pas bon état d'esprit. Et les gars, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, je voulais juste dire, un des premiers cas qu'on a vu à l'OM qui n'a pas voulu signer son contrat pro, ça avait été Flamini, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui jouait avec l'équipe d'Anigo qui allait en finale d'Europa League. Il n'a pas voulu signer son contrat, donc il était encore contrat stagiaire, si je ne m'abuse. Et puis au final, il part à Arsenal gratuitement, quoi. Oui, mais il nous fait gagner un an et il nous amène en finale quand même. Donc, il a joué pour nous, tu vois. Oui, il a joué pour nous, mais bon. Il a mérité, Flamini, il a mérité son transfert, si tu veux. Si tu vois moi, bien. non. Ouais, mais bon, c'est son club. Non, il n'a pas mérité parce que c'est nous qu'on l'a mis en valeur. Voilà, c'est nous qu'on le fait jouer, c'est nous qu'on le met en valeur, on le fait jouer. Donc, tu signes ton premier contrat pro sur ton club et après, si tu veux partir, tu pars, mais tu donnes une indemnité à ton club. Moi, il aurait pu rester un an de plus, c'est vrai. Exactement. Nasri, il avait re-signé. On a payé la formation. Voilà, on touche rien alors qu'on a fait la formation de ce joueur. C'est vrai. Il part à Arsenal gratuitement. Autant pour moi, c'est vrai que je me rappelle maintenant. Flamini nous avait fait un sale coup, je me rappelle. Il a joué pratiquement 6 mois parce que Anigo là, est arrivé en milieu de saison et puis il l'a propulsé dans son équipe. Et puis en fin de saison, il s'en va et pour rien, quoi. Nous, on n'a rien à la fin, quoi. Donc je trouvais pas ça très correct vis-à-vis de l'OM, quoi. C'est clair. C'est clair. Non, mais moi de toute façon, tout a été dit, tout ça. Ça a été, il y a un bon développement, c'est quelque chose sur lequel il faut continuer parce qu'il y a des jeunes, voilà, ils ont fait signer 5 ou 6 contrats pro à des jeunes et il faut continuer parce que ces jeunes-là, ils sont très prometteurs et puis voilà, c'est une voie sur laquelle il faut continuer à aller. Après, pareil, il ne faut pas offrir des contrats pro. Il y a quelqu'un qui a une télévision allumée là, non? Ouais, c'est moi, je suis désolé. Il ne faut pas offrir des contrats pro à n'importe qui parce que je me rappelle qu'on s'est traîné des Ndoumbu et des Kevin Osé pendant des années parce qu'on leur avait fait des contrats pro à la va-vite, des Bilal Amrani, des Chris Gadi qu'on s'est gardé sur les bras pendant 4-5 ans parce que personne n'allait leur filer 30 000 balles pour aller dans leur club, quoi. Ok. Très bien, on va passer à la deuxième partie. Qu'est-ce que vous en pensez?